Depuis les hauts plateaux tibétains à 5200 mètres d'altitude jusqu'au Yunnan en Chine, le Mékong dévale 4700 mètres de montagne avant d'atteindre sa partie méridionale située à 500 mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Il irrigue en toute quiétude un immense territoire réunissant à la fois la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et enfin le Vietnam. Ici, la riziculture en est le bénéficiaire principal, faisant de loin du bassin du Grand Mékong le tout premier producteur mondial de riz. Et cela ne s'arrête pas là. Toutes sortes de fruits et légumes se nourrissent abondamment du fleuve et font de cette région du monde le potager de la planète. On est aussi au royaume de l'horticulture. Avec les orchidées en tête, cette région est l'un des grands fournisseurs de fleurs des marchés mondiaux. Voici le marché flottant de Can Tho dans le delta du Mékong, au Vietnam. Nous sommes en présence d'une extraordinaire vitalité où fruits et légumes sont les rois et les reines d'un jour, le temps des transactions entre vendeurs et acheteurs. Nous rencontrons Dan Van Dong, qui est vendeur de pastèques depuis plus de 30 ans. Il exerce son métier en famille et tous vivent sur leur bateau. 3 générations y sont réunies. Les Van Dong sont appréciés de leurs clients et survivent grâce à l'entraide familiale. Quand ils auront vendu toutes les pastèques de leur cargaison, les Van Dong, comme la plupart des autres vendeurs, iront se ravitailler en remontant le Mékong vers les terres de culture. Voilà un modèle économique très largement répandu dans la partie méridionale du Mékong, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande ou au Laos. Viable, pragmatique et immédiat, le petit commerce familial fait circuler largement les produits des maraîchers et survit grâce à sa flexibilité permanente. Ici, cette façon de vivre revêt un caractère quasi identitaire, un style de vie où alternent indifféremment l'effort et le repos, et où se côtoient gaiement le travail et le divertissement. Le tout dans une joyeuse solidarité où l'individu se fond dans le groupe, où la famille prodigue soins et sécurité.
Cái tàu bự quá. Mà để với tàu để trên bờ. Để đây vô thuyền nè. Le style de vie de ces petits commerçants, qu'ils exercent leur métier sur le fleuve ou sur la terre ferme, est régi par la croissance des végétaux, par le rythme des récoltes et par l'incessant va-et-vient des saisons. Ces femmes et ces hommes, par millions, se plient au cycle de la nature et du coup semblent être plus proches d'un état de bien-être qui ne demande rien ni aux dieux ni à autrui. La seule chose qu'ils demandent, que la vie continue ainsi. À Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, on se retrouve dans un univers bien différent. Nous voici à la bourse, en compagnie de Nguyen Quang Bao, 29 ans, qui est déjà responsable d'une société d'investissement. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, ou plutôt de la guerre américaine comme on l'appelle ici, l'économie a d'abord démarré lentement. Par la suite, elle s'est développée très rapidement en épousant le rythme des exportations exponentielles. En s'appuyant sur le savoir-faire occidental, une nouvelle génération de cols blancs a trouvé sa place dans une économie que les experts qualifient désormais d'émergente. Chers invités, camarades, l'année dernière, le marché vietnamien a été soutenu. L'index n'a cessé d'augmenter, signe que la qualité des titres du marché s'est améliorée. Je déclare maintenant le centre d'échange de titres vietnamiens officiellement ouvert. Merci à tous. C'est un grand jour pour Quang Bao. Cette nouvelle section de la bourse lui permettra dorénavant de lancer des opérations nationales sans l'interférence des grandes places boursières. Il va pouvoir se concentrer sur les entreprises à fort potentiel d'exportation et préfère s'aligner sur la demande croissante du marché mondial en matières premières et en produits agroalimentaires. Pour lui, l'avenir est radieux. Il y a tant de choses à faire pour ceux qui veulent s'en donner les moyens. Bien sûr, il peut y avoir des crises, des flottements, des moments de fortes incertitudes. Mais au fond, pour Quang Bao, tant que le Vietnam pourra produire en abondance des denrées alimentaires en demande, rien ne l'empêchera de foncer. En l'occurrence, il s'intéresse à une entreprise de canne à sucre qu'il se propose de fortement développer. Và người ta sẽ có trường hợp là những cái cổ đông cũ vừa được chung đấu giá này, vừa là cổ đông cũ này, thì là sao? Cấp 2 sổ hay 1 sổ? Không, cấp 1 sổ lên, nhưng mà phải đi tăng thêm bên này. Cái hướng đấy định ghi nào? Tại vì cổ đông cũ á, là họ đã có chuyển sổ rồi, vì nếu mà trúng đấu giá nữa thì ghi tăng. Rồi ban đầu là ghi cái xác nhận cái số cổ phiếu họ đã có nắm giữ. Derrière le développement économique remarqué du Vietnam se cache en tout premier lieu la riziculture. L'un des tout premiers exportateurs mondiaux de riz, le pays a su tirer profit des eaux du Mékong qui s'abandonnent généreusement sur ses terres méridionales. Voici Ngo Pu Reshuitang, qui appartient à l'ethnie des Han. C'est un Beima,
un chanteur traditionnel qui conte les mythes et légendes de son peuple, mais aussi les anciennes techniques de culture du riz. Ici, nous sommes en Chine. Nuo Pu et son peuple vivent dans les montagnes, dans les fameuses rizières qui surplombent le Mékong. Dans d'autres régions du Grand Mékong, la vie tourne également autour de la culture du riz. Sous ce climat particulier, on peut effectuer une récolte plusieurs fois dans l'année, ce qui permet aux populations de ne pas manquer de cet élément essentiel de leur alimentation quotidienne. Par contre, les méthodes de semences et de récolte peuvent varier de façon significative selon la configuration du terrain, la coutume locale et la tradition des différentes ethnies. Le riz, céréale la plus cultivée dans le monde, est la base de l'alimentation de plus de la moitié de l'humanité. Un apport calorique important dû à une forte teneur en glucides, sous forme d'amidon, et la présence de protéines sont les principales qualités nutritives du riz cuit. Loin des méthodes occidentales qui font souvent appel à du matériel sophistiqué, ici les savoir-faire impliquent fréquemment la main de l'homme rompue aux gestes 1000 fois répétés. On se sert de ce que l'on trouve sur place, on fait intervenir la force physique, on s'invente une complicité avec les objets. Un pragmatisme au quotidien qui se pratique d'autant plus volontiers qu'il ne s'exerce jamais dans l'isolement comme pour l'agriculteur de chez nous, mais toujours dans la solidarité du groupe ou du clan, voire du village. Même pragmatisme et inventivité lorsqu'il s'agit de préparer le riz pour le repas quotidien, qu'il soit nature ou gluant ou encore sous forme de pain de riz qui, une fois séché au soleil, se prête mieux à la conservation. On fabrique également des nouilles délicieuses à partir d'une pâte de riz selon des méthodes qui peuvent varier d'une ethnie à l'autre ou tout simplement d'une préparatrice à l'autre selon le résultat souhaité. Enfin, à partir de larges galettes de riz finement préparées que l'on chauffe au wok, on obtient ces crêpes séchées dont nous connaissons de nombreux équivalents dans les restaurants asiatiques d'Europe. Ces crêpes légères sont appréciées partout dans le monde et se conservent longtemps. De plus, elles se transportent facilement et se dégustent le cœur léger en toute occasion. Mais depuis quelques années, la donne a changé dans cette région du monde. Il y a des recherches intensives sur la culture du riz dans l'avenir et l'automatisation du conditionnement pour l'exportation.
Conscientes du poids primordial du riz dans la balance commerciale des pays concernés, les autorités de la région reconnaissent qu'il est indispensable de maîtriser la diversité de production et la bonne santé de cet or blanc. Quant au conditionnement du riz, les exportateurs ont compris que les contrôles sanitaires sont bien plus sévères dans les pays importateurs de l'hémisphère nord que dans les pays voisins de l'Asie. De retour dans le delta du Mékong, près de Kanto, une nouvelle journée commence. Dans leur petite barque allongée, ceux qui ont la chance d'avoir un lopin de terre viennent s'adjoindre à la mêlée des bateaux du marché principal. Ainsi, une nouvelle fois, on se prépare aux 1000 échanges d'une communauté fluviale qui lie son sort au commerce flottant et qui, malgré un manque de confort évident, semble trouver son bonheur sur l'eau. Thằng này chị em mướn người mạnh chứ mày. Nước thì máy nấu báo nè. Ê, chị nấu nước máy nấu cái cho ta theo thằng gì với kìa. Rửa chén từ phần mà ra ngoài gì nè. Pour ces enfants, la vie sur un bateau n'a rien d'extraordinaire. Depuis longtemps, ils ont trouvé une manière d'en tirer le meilleur parti. Après le repas et avant la tombée de la nuit, les enfants ont droit à une dernière baignade, le temps que les adultes s'adonnent à la toilette du soir. Si l'on peut s'interroger sur la qualité de l'eau utilisée, personne n'oserait remettre en question la joie de vivre de ces enfants, imprégnés du pragmatisme asiatique qui s'exprime ainsi innocemment. De retour à Ho Chi Minh Ville, Quang Boa se rend au siège de la compagnie de canne à sucre. Mới luôn. Nhưng mà mình cũng sẽ phải có một cái ngày chốt để tại vì cái cổ phiếu mới của anh đó là chưa có, nhưng mà không được chuyển nhượng thì cái đó không nói rồi. Mình chỉ chốt cái cổ phiếu hiện hữu á để mình ghi thôi. Cổ phiếu mới mình chưa phát hành mà. Thì khi đó ai đến là đưa cổ phiếu cũ thì mình phát sổ là vừa cũ vừa mới trong sổ luôn. Em chỉ ghi 2 dòng như vậy theo dõi. Cái dòng cổ phiếu cũ là 1 dòng, cổ phiếu mới là 1 dòng. tức là trong cái sổ em đi 21 tách hai dòng, tách 2 dòng cũ dòng mới gì đó luôn cho dễ. Lors d'une rencontre avec les actionnaires historiques de la société, il s'agissait de rendre les derniers arbitrages avant la levée des fonds en bourse. Maintenant, une visite à l'usine doit rassurer tous les négociateurs impliqués dans l'opération. À đây này, với cái cột đấy này, đúng không? Nó từ cột đấy chạy lên, chuyển ra kia đổ ở dưới. Ailleurs, dans le Grand Mékong, des milliers de mains s'agitent pour cueillir des fruits dans des plaines que le fleuve a bénies de sa générosité.
Qu'il s'agisse de bananes vertes, de litchis ou de pommes, nous sommes en face de la même richesse. La nature offre aux paysans sans compter une profusion de fruits de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous trouvons ici à nouveau, cette fois-ci sur la terre ferme, ce que nous avons déjà rencontré sur le fleuve. Un univers en pleine effervescence, composé de milliers d'individus bien intégrés dans des structures solidaires qui méritent largement leur présence grâce au complément d'humanité qu'ils apportent à l'édifice collectif. Dans un maelstrom de va-et-vient, chaque individu semble connaître sans aucune hésitation la direction qu'il faut prendre sur la route du partage. Apportant souvent des solutions originales aux questions du comment, ces femmes et ces hommes du Mékong travaillent fréquemment au-delà de leurs heures habituelles pour se trouver encore en pleine nuit dans la fièvre des échanges. Ce peuple se reconnaît dans un monde en effervescence, aussi bien éphémère que réel, aussi magique qu'irréel. Une marée pleine d'humanité qui se nourrit de chaque rencontre, de chaque sourire, de chaque geste. Pour tous ces individus, elle concrétise un lien d'appartenance, l'un des constituants de l'âme de ce peuple. Puis de temps à autre, la mousson vient rappeler que nous sommes en terre tropicale et que ces soubresauts climatiques font depuis toujours partie du quotidien. De retour sur le bateau des Van Dong à Kanto, on s'approche d'une fête à l'occasion d'un mariage qui doit être célébré très prochainement. Bien que les Van Dong vivent en permanence sur leur bateau, ils gardent un lien très fort avec leurs familles respectives. Lors des fêtes saisonnières, mais aussi à l'occasion des anniversaires, des mariages et des enterrements, les familles se retrouvent et maintiennent, voire élargissent le tissu familial. Ces fêtes sont souvent l'occasion de retrouver la terre ferme et de s'assurer qu'ils vont pouvoir acheter vêtements et autres effets personnels qui ne s'échangent pas sur le fleuve. Merci à la famille de la mariée pour leur aide. On leur doit ce mariage. Ma gratitude est au-delà des mots. Je leur adresse mes respects les plus sincères d'avoir organisé cette cérémonie. S'il vous plaît, applaudissez. Nous tenons ce banquet de la gratitude de la famille du jeune marié qui a organisé cette cérémonie. Et à sa demande, souhaite au jeune marié une très heureuse et longue vie de couple. En tant qu'hôte et doyen de la famille de la mariée, je porte un toast au doyen de la famille du futur époux. Allez, trinquons, au bonheur des mariés. Je vais être sérieusement éméché si je finis mon verre d'un coup.
Le soir, sur le bateau, c'est l'heure de se retrouver autour du téléviseur qui diffuse un feuilleton traditionnel qui met en scène des personnages d'un autre temps. La plupart des membres de la famille ont du mal à comprendre leur comportement et à saisir leur psychologie. Seuls les plus anciens semblent trouver leur repère. Đông quá, để mấy đứa nó coi. Cái gì cái đó cái gì? Tam mao theo được đấy. Tóc ba tóc ba. Đó hả? Tam mao đó có 3 cọng tóc trên đầu là chỉ cắt. Nhỏ đó hả? Hay quá nha. Thôi chứ bộ, nó là tam mao, trong tiếng nó cũng là tam mao. Thằng đó đó. Nous retrouvons Quang Boa dans un contexte bien différent. Tout trader qu'il soit, ses exploits sportifs nous rappellent qu'il est aussi un jeune homme de 29 ans qui aime se retrouver avec des camarades dans l'insouciance des soirées entre copains où l'on parle sans conséquence aucune de tout et de rien. À Ho Chi Minh, la nuit va bientôt accompagner Quang Boa et ses amis. Tandis qu'à Bangkok, capitale de la Thaïlande, elle est déjà pleinement présente. Les 10 millions d'habitants de la ville ont désigné les fleurs comme leurs protégés et leur offrent une hospitalité sans pareille. En premier lieu, la ville ouvre nombre de ses artères à un marché de fleurs nocturnes qui n'a rien à envier au marché de fruits et légumes que nous avons déjà rencontré. Abondance et effervescence en sont les principales caractéristiques. C'est pour éviter les hautes températures du jour ainsi que les lumières intenses que les échanges ont lieu la nuit. Cela prolonge la longévité des fleurs coupées, enjeux principaux de ce marché surprenant. Une négociation annonce la suivante, une commande chasse l'autre, les transactions se succèdent, le tout dans une frénésie nocturne qui a fini par bouleverser l'équilibre du marché mondial. Nous rencontrons Hua Mincheng, horticulteur à Dunan, près de Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan. Le climat du Grand Mékong ne favorise pas seulement la culture du thé et du riz, des fruits et des légumes, mais aussi celle des fleurs. Ici, depuis 1988, la culture florale a dépassé celle des légumes. Dans tout le Yunnan, la culture des fleurs a même très largement remplacé celle du tabac. Les agriculteurs se sont convertis et les petites fermes horticoles disparaissent au profit des grandes serres. Depuis qu'il est horticulteur, la vie de Mincheng a changé. Alors qu'au début, il s'est spécialisé dans les roses et est toujours un producteur important dans ce domaine, il rêve d'agrandir sa plantation et de se lancer dans la culture de l'orchidée. Pour l'heure, avec ses collaborateurs, il prépare ses fleurs pour le marché aux enchères de Dunan, le plus important de Chine. C'est là-bas que la destination lointaine de sa production va se jouer aux enchères. Voici Tosharfen qui représente un peu le héros que Mincheng rêve d'imiter. La tradition florale de la Thaïlande a fait de ce pays le premier exportateur mondial d'orchidées et Tosharfen est l'un des très nombreux producteurs horticoles que compte le pays, souvent appelé le royaume des orchidées.
L'intérêt particulier de l'orchidée est qu'elle pousse et fleurit, climat du Mékong oblige, tout au long de l'année. Ainsi, elle est la base d'une activité économique stable et une source régulière de travail. La valeur du marché horticole thaïlandais dépasse le demi-milliard de dollars avec, pour ce qui est de l'export, le Japon, les États-Unis et l'Europe comme principaux clients. Tosharfen, assisté de ses collaborateurs, prépare lui aussi ses fleurs pour le marché de Bangkok cette fois. Cette nuit, ces orchidées, à la lumière incertaine des torches, feront l'objet de bruyantes tractations entre vendeurs et acheteurs. Min Cheng, avec ses roses enrobées et en bouquet, est en route pour Dunan. Le paysage qui évoque plutôt pour l'observateur occidental le sud de l'Espagne que les plaines chinoises est révélateur d'un monde qui a déjà profondément changé. Dans une ambiance aseptisée, les fleurs sont réceptionnées, numérotées, cataloguées et transportées vers leur destin désormais numérisé. La beauté florale et naturelle, jadis le point de départ d'un commerce envié, s'est laissée apprivoiser pour désormais être partagée par le plus grand nombre, en Thaïlande comme dans le monde entier. Et voici le Graal, le saint du commerce floral du Grand Mékong. Rappelons que nous sommes à Dunan, près de Kunming, dans le Yunnan. Cette criée électronique, dernier modèle, décide du sort de millions et de millions de fleurs. Le négoce qui se tient ici se chiffrait récemment à plus de 500 millions de dollars par an. En Thaïlande aussi, la modernité se manifeste, cette fois-ci au niveau des moyens de transport. La fragilité des fleurs coupées est telle qu'il faut faire appel à l'avion pour acheminer au plus vite les cargaisons. Sur le bateau de la famille Van Dong, c'est l'heure du ménage. La dernière cargaison de pastèques est entièrement vendue. Il faut maintenant se ravitailler en amont du fleuve. La veille, tout le monde se prépare à cet événement, car le départ sera donné avant que le jour ne se lève. Il s'agit de prendre le large avant que le fleuve ne se remplisse trop de petits commerçants. Au lever du jour, notre famille est déjà loin et va pouvoir commencer à s'intéresser aux nombreux petits affluents, véritables artères fluviales facilitant largement le transport des légumes et des fruits.
Les Van Dong s'approvisionnent chez plusieurs producteurs. Aujourd'hui, ils font affaire avec un producteur chez qui ils achètent des pastèques depuis plus de 20 ans. Về ông mua tốt phúc rồi. Không có chạy lại sao? Ông vô tháng 5 này, lần này không có thúi đâu. Không có nám da nữa. Không, năm rồi về nóng lạnh luôn. Mới 2 tháng rồi gì? Đang tiếp mệnh thôi. Đâu? Sao hả? Đâu? Nước trắng tầm. Nghiêng. Hả? 43. 43. Nous voilà sur le chemin du retour avec un bateau à ras-bord. Pour une poignée de semaines, la famille va vivre de la vente de ce qu'elle vient d'acheter. Le fils aîné, lui, un brin inquiet, se demande pour combien de temps encore il va pouvoir continuer de vivre ainsi. Pour Quang Boa, c'est le grand jour. Son opération de levée de fonds est prévue dans la matinée. Plus de 2 mois de travail vont être couronnés ou pas, selon la réaction toujours imprévisible de la bourse. Un dernier ajustement, une ultime information, encore un détail à régler, un client important à motiver. Puis, ce sera l'attente. Les actionnaires historiques jouent leur va-tout, et Quang Boa avec eux. Mesdames, Messieurs, concernant cette affaire, je vous dois quelques informations complémentaires. La société Baenra Sugar va donc émettre 1,62 million de parts sociales sur le marché. La valeur nominale de chaque part sera de 10 000 dong, alors que sa mise à prix au départ est de 26 000 dong. Attention, il ne reste que 6 minutes avant la clôture de l'offre. Enfin, le verdict. Toutes les souscriptions ont été additionnées, c'est gagné. Les fonds sont levés, il y a même eu une sursouscription. Pour Quang Boa, c'est une petite consécration. Il a parfaitement géré un dossier difficile, il va enfin pouvoir rentrer chez lui.
Après 2 mois d'absence, c'est la joie des retrouvailles. Avec sa femme et ses 2 enfants, Quang Boa représente la jeune génération du XXIe siècle. Ce n'est déjà plus le cercle familial traditionnel, mais une famille modèle très occidentalisée et fière de l'être. Gage d'un Vietnam nouveau, symbole d'un grand Mekong moderne et exemplaire, cette vision de la famille est fondée sur la performance individuelle. Dans le cas de Quang Boa, la réussite sociale est annoncée. Bientôt, il va pouvoir mesurer son propre succès, comme il mesure ici la croissance de sa fille. Les bourses du monde occidental et leurs méthodes parfois surprenantes ont pris place au sein du tissu socio-économique de la région du Grand Mékong. Et c'est bien normal, car à grande échelle, tout se négocie désormais selon les règles de la mondialisation. Et les dieux dans tout cela, que disent-ils de l'avancée de la pensée utilitaire qui est au cœur de la logique économique et de la dimension matérialiste qui en découle, alors que dans ce coin du monde, le bouddhisme a toujours voulu s'en éloigner? Il est à parier que les enfants du Mékong prendront conscience de la menace qui plane et qu'ils sauront une fois de plus la surmonter.